Alors, c'est un des sujets qui n'avait pas été traité dans nos épisodes précédents, hein, ni le 1 ni le 2. Par contre, c'est effectivement l'une des conclusions qui était née du premier épisode, qu'il fallait regarder dans cette direction, notamment pour le fluvial. On a commencé, on continue à le faire, et donc c'est Franck-Olivier Rossignol qui va présenter un peu les premières conclusions d'un travail minutieux de rencontres, d'interviews sur ce sujet-là. Il est un peu le Navarro des biocarburants, hein. Il a enquêté, il a interrogé différents suspects, et va nous livrer aujourd'hui un certain nombre d'éléments éclairants. À toi, Franck-Olivier, si tu veux. Merci Fabien. Oui, effectivement, j'ai fait une enquête assez minutieuse. J'ai essayé de rencontrer un peu à 360 degrés, parce que comme le disait Bruno Fontaine et Fabien, l'évolution des carburants, je dirais la décarbonation des flottes, elle va être évolutive. Et on s'est dit finalement, qu'est-ce qui pourrait être le premier maillon, ou en parlant en français, le quick win. Et donc effectivement, le biocarburant est apparu comme étant un élément de cette chaîne. Et donc ce que je vous propose, c'est de vous présenter un petit peu l'état de la situation. Alors je vais prendre la main sur le... Libéré, tu dois pouvoir le faire. Et voilà. Donc, est-ce que vous voyez bien la présentation? Est-ce que c'est bon? Ça marche. Parfait. Bon, alors, je vous ai fait un sommaire assez simple, hein. Bon, je vais vous rapidement présenter qui je suis, histoire que vous ayez un peu en tête mon parcours pour voir par rapport à ce sujet. Et puis ensuite, je vais vous faire d'abord une petite synthèse de ce qu'il y a sur le marché. Et puis, je vous ai fait une slide par type de biocarburant. Bon, donc rapidement, donc je suis ce qu'on appelle un expert des mobilités. Ça fait 25 ans que je travaille dans le transport de voyageurs et dans le secteur de la mobilité. Et mes domaines d'intervention, c'est principalement la transition énergétique, et en particulier la décarbonation des flottes, de bus, d'autocars, de trains, et de fluviales et maritimes. Et effectivement, aujourd'hui, on le voit bien, on est sur des sujets, et mes clients sont sur des sujets qui vont du biocarburant jusqu'à l'hydrogène. Là, je viens de finir une première mission sur de l'hydrogène pour le transport de passagers, parce qu'on le voit aujourd'hui, comme le disait Bruno, ce sont les transports de masse, qu'ils soient de marchandises ou de passagers, qui sont les vecteurs importants de transition énergétique. Donc on va revenir maintenant finalement sur les différents biocarburants du marché, avec cette slide qui synthétise un peu ce qu'il y a sur le marché. Alors en fait, finalement, vous avez 3 biocarburants sur le marché aujourd'hui qui existent. Il y en a 2 qui sont d'origine, ce qu'on appelle renouvelable, et un qui est d'origine fossile. Alors les deux qui sont d'origine renouvelable, ils proviennent tous les deux des mêmes matières premières, à savoir de l'huile végétale. Vous allez voir, le B100, c'est essentiellement du colza, des huiles usagées et des huiles résiduelles. En fait, la différence fondamentale entre ces deux biocarburants, c'est le processus de fabrication. Il y en a un, c'est ce qu'on appelle la famille des esters méthyliques d'acide gras. Donc, on a une injection et on transforme finalement le biocarburant via un processus d'estérisation, ce qui fait qu'il reste à l'intérieur de l'oxygène, alors que le HVO le HVO étant huile végétale hydrotraitée, eh bien, le mot veut tout dire. Il n'y a pas d'oxygène. C'est en fait un processus de craquage comme en raffinerie, avec l'utilisation d'hydrogène. D'ailleurs, on en reparlera sur l'évolution de ce biocarburant. L'autre solution, c'est ce qu'on appelle, alors normalement, on appelle ça le XTL, puisque en fait, on transforme je dirais, une matière première en liquide. Donc là, ce qui existe aujourd'hui sur le marché, c'est le GTL, donc the gas to liquid. Et donc, c'est un produit qui est issu du gaz naturel. Et donc, c'est un processus de fabrication qui est finalement un processus issu aussi de la raffinerie. Et c'est pour ça que ce produit est aujourd'hui fabriqué par des pétroliers et des raffineurs. Voilà donc aujourd'hui ces trois produits, sachant, et vous le verrez dans la présentation de chacun d'eux,
Aujourd'hui, vous trouvez sur le marché du transport fluvial le B100 et le GTL. L'HVO n'est pas encore développé sur ce marché et je vous expliquerai pourquoi. Donc, je vous propose de commencer maintenant par une analyse finalement de pourquoi choisir un biocarburant. En fait, on choisit un biocarburant car on est dans un processus de réduction des émissions de CO2 et des émissions de polluants. Donc effectivement, le choix d'un biocarburant, il est dans la volonté de réduire deux choses, les réductions de CO2 ou les réductions d'émissions de polluants à la combustion. Et là, on est sur deux approches différentes, puisque, comme je vous l'ai expliqué précédemment, l'HVO et le B100 sont issus de matières renouvelables. Il y a un effet très significatif de réduction des émissions de CO2, du puits à la roue ou du champ à la roue, puisque l'HVO 100 annonce une réduction de 50% des émissions de CO2, le B100 en moyenne 50%, sachant que comme il n'y a pas un B100 mais des B100, chaque producteur annonce des chiffres différents. Celui qui aujourd'hui est le plus, on va dire, en avance et a une volonté de réduction massive des émissions de CO2, c'est Oléo100, donc produit par le groupe Avril, qui annonce aujourd'hui un moins 60% du champ à la roue, pas du puits, mais du champ à la roue, et avec des accords qu'ils sont en train de négocier avec un certain nombre de leurs coopérateurs, ils pensent pouvoir annoncer prochainement du moins 80, moins 100%, avec un cahier des charges extrêmement strict sur la production de colza qui permettrait d'arriver à cette réduction. Par contre, le GTL, comme je vous l'ai dit, c'est issu du gaz naturel. L'émission de CO2, elle est un peu plus faible que le GNR B7 qui sert de référence à cette analyse, mais elle n'est pas importante en termes d'émissions de CO2. Par contre, là où on a je dirais, des effets aussi extrêmement significatifs, parce qu'il n'y a pas que le CO2, mais il y a tout ce qui est polluant, les NOx, les particules. Et là, globalement, on est sur des produits qui sont extrêmement intéressants en termes de réduction des émissions, principalement de polluants et de NOx. On est entre moins 10 et moins 30. Alors, l'HVO, étant donné que l'HVO n'a pas été testé, c'est le producteur français, à savoir Total, qui annonce ces chiffres. Sur le B100, il y a un très très bon taux de réduction des particules. Toujours pareil, Oléo 100 annonce moins 80. Par contre, sur les NOx, donc ce qui est l'oxyde d'azote, les taux ne sont pas très bons. Par contre, sur le GTL, effectivement, il n'a pas d'impact très fort sur le CO2, mais il a un impact très très fort sur les polluants et en particulier sur les particules. AS Energy, qui est un gros distributeur de carburant fluvial, annonce que sur des tests qui ont été réalisés aux Pays-Bas, puisque le GTL produit vient de chez Shell, ils annoncent des moins 60. Donc voilà, donc vous avez un panel. Donc en fait, si vous êtes plus sur une volonté de réduction des CO2, c'est l'HVO ou le B100. Si vous êtes sur à la fois du CO2, mais plutôt sur un objectif de réduction des polluants et des particules, effectivement, les trois produits sont à peu près dans la même position. Donc, je vous propose maintenant de rentrer un peu plus dans le détail de chacun d'entre eux. Et donc, on va commencer par le B100. Alors, il n'y a pas de classification. Je les ai mis les uns à la suite des autres, sans volonté de ma part de classifier l'un par rapport à l'autre. Alors, en termes de B100, tout d'abord, comme je vous le disais précédemment, la particularité, et ça a des grandes conséquences, en particulier sur la relation de ce biocarburant avec les motoristes, c'est qu'il n'y a pas un B100, mais des B100. Globalement, la qualité n'est pas unifiée et donc finalement la qualité du produit varie selon le producteur. Ça varie tellement que Volvo Penta et le groupe Volvo, puisque le B100 n'est pas utilisé uniquement, bien entendu, sur le fluvial, mais beaucoup sur le transport routier de marchandises et commence également sur le transport routier de voyageurs. Volvo a établi une grille de notation de 1 à 5. Globalement, 3, c'est la note minimale
et 5, c'est vraiment le top du top. Et donc, parce que effectivement, le gros problème, alors en France, on est sur un bon niveau de qualité. Par contre, si vous allez alors en Amérique du Sud ou en Asie, vous pouvez vous retrouver avec du baissant fabrication artisanale avec des grosses conséquences en termes d'impact sur la motorisation. Donc aujourd'hui, bah, la production, la plus grosse part de marché en France est détenue donc par Oleosan, comme je vous le disais, le groupe, enfin CEPOL, groupe Avril, qui déclare avoir une grosse part de marché, en particulier sur le transport routier de marchandises, puisqu'il revendique plus de 2000 camions qui roulent à Oleosan. Par contre, il y a un autre producteur qui est en Hauts-de-France. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi le webinaire de VNF il y a quelques semaines. Il était présent. Donc, c'est la société Nordester, donc une filiale du groupe Daudry qui est basée à Dunkerque et qui produit également du baissant. Alors, en termes d'usage pour le transport, on reviendra après sur le coût, on a une particularité, c'est que ce biocarburant a alors on va dire pas une mauvaise image, mais les motoristes, étant donné qu'on n'a pas un baissant, mais des baissants, sont très attentifs. Et donc aujourd'hui, la particularité et même le caractère un peu dommageable pour ce biocarburant, c'est que globalement, tout ce qui est moteur aux normes Stage 5, donc étape 5, les derniers, eh bien, globalement, les moteurs ne sont pas homologués pour le baissant. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un moteur Stage 5, vous ne pouvez pas, et ça va très loin, hein, puisque Scania, que j'ai interrogé, Scania interdit tout simplement l'utilisation en considérant qu'il peut y avoir des risques sur la motorisation. Donc aujourd'hui, il y a un vrai sujet, ce qui est en termes d'image est un peu ennuyeuse, parce que finalement, tout ce qui est antérieur, bah, ça fonctionne bien. Ça peut être utilisé sans modification technique. Il y a juste une particularité, c'est compte tenu du pouvoir extrêmement solvant du B5, il faut juste nettoyer les soutes de GNR et changer les filtres à carburant pour éviter que les dépôts remontent à la surface et ne bouchent les filtres. Voilà, c'est la seule chose. Et effectivement, vous avez peut-être aussi, lors du webinaire de VNF, écouter la présentation qui avait été faite par CFT. Et CFT a fait une expérimentation de 6 mois. Alors très intéressante parce qu'ils ont utilisé un matériel avec deux moteurs, deux hélices, et ils ont remplacé le GNR d'un côté et laissé le GNR de l'autre. Donc ils ont pu voir finalement en temps réel, en utilisation, le différentiel entre le GNR, et ils n'ont globalement aucun problème. L'utilisation s'est révélée totalement transparente, donc pas de point particulier. Donc aujourd'hui, le vrai sujet, le vrai défi pour les fabricants de baissants, c'est d'arriver à finalement se mettre d'accord avec les motoristes pour que ceux-ci puissent homologuer leur carburant. Et donc, il y a une démarche en ce moment qui est lancée. Oleosan, que j'ai eu la semaine dernière, me disait qu'il travaillait avec le groupe Monwire, donc qui distribue Caterpillar en France, pour essayer de se faire homologuer, de travailler dans une logique d'homologation de manière à ce qu'il n'y ait pas finalement, comme vous allez voir sur les autres présentations, cette différence qui crée, selon moi, un peu d'interrogation. Alors en termes de coût, bah, le sujet, et ça je veux dire que c'est un peu transversal, et ça sera un peu la conclusion de ma présentation tout à l'heure, donc j'anticipe un tout petit peu, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit le biocarburant, alors on est sur des stades différents en termes de surcoût, mais il y a un surcoût. Et donc aujourd'hui, bah, il y a une vraie question, c'est comment réduire, absorber ou faire supporter ce surcoût. Parce que bon, le baissant, alors l'écart, bien entendu, hein, chaque producteur vous propose en fonction des quantités, des localisations, un prix, sachant que vous avez deux choses, c'est que en termes de distribution, bah, aujourd'hui, on le voit bien, hein, on a eu avec Fabien des discussions sur les modes de distribution, vous êtes bien placé pour le savoir. On est plutôt aujourd'hui sur une distribution par camion, étant donné que les zones de production, alors du baissant, si c'est Oléo, alors il y a Dunkerque avec Nordester, donc ça peut réduire, mais dès que vous avez des coûts de transport ajoutés à un surcoût
du carburant, bah, vous arrivez à des surcoûts de fonctionnement qui sont importants et compte tenu je dirais, du niveau de rentabilité et du niveau de coût, bah, il faut que quelqu'un, effectivement, quelqu'un l'absorbe. Alors, l'avantage du baissant, c'est que le sujet est plus autour du prix, bien entendu, de production. On n'est pas sur des surconsommations importantes, puisque les tests qui ont été réalisés et qui sont à peu près conformes aux études qui ont été faites globalement sur les autres secteurs d'activité, on est sur une surconsommation de l'ordre de 2 à 3% par rapport au GNR, donc ce qui reste, on va dire, dans la limite du raisonnable. Donc, effectivement, je dirais que si on synthétise sur le baissant, un sujet, c'est l'homologation par rapport au moteur, parce que vous n'avez pas un, mais des baissants, et puis vous avez un surcoût qu'il convient d'intégrer dans la réflexion sur l'utilisation des biocarburants. Je passe maintenant, parce que je regarde moi, que je ne dépasse pas le temps qui m'est imparti, le HVO 100. Alors l'HVO 100, la particularité, c'est qu'aujourd'hui, il n'est point utilisé par le secteur du transport fluvial. Donc en France, il est produit par Total, hein, puisque c'est le biocarburant qui est mis en avant pour sauver la raffinerie de la Mède. Donc, il est produit à la Mède à côté de Marseille. Donc, ils veulent distribuer et créer un second site à Grand Puy en 2024. L'autre élément important, c'est qu'aujourd'hui, donc il est à moins 50 en termes d'émissions de CO2 par rapport au GNR B7. Il devrait encore améliorer puisqu'il y a un grand projet qui a été annoncé entre Total et Engie à Marseille pour la production d'hydrogène vert permettant le craquage pour la production du HVO. Donc il devrait y avoir une réduction aussi de l'émission de CO2. Concernant l'usage pour le transport fluvial, donc je n'ai malheureusement aucune expérimentation à vous proposer puisqu'il n'a pas du tout été mis en œuvre. Les seuls, il y a eu beaucoup d'expérimentations et il y a de l'utilisation en ce moment sur le transport ferroviaire de fret marchandises. L'autre particularité, c'est que Total y voit un élément extrêmement important, c'est que vous faites de l'HVO, mais vous faites aussi du biokérosène. Et donc, Total voit en ce carburant un élément qui permettrait de réduire l'empreinte carbone du transport aérien. Donc aujourd'hui, par contre, le gros avantage de ce carburant, c'est comme il est considéré comme étant un processus de raffinerie pétrolier, il est homologué par tous les motoristes. Donc, quel que soit le niveau, antérieur ou postérieur à Stage 5, il est utilisé sans aucune modification. Il est clair que les utilisations qui ont été faites dans le transport ferroviaire, fret ferroviaire, ont montré que les locomotives n'ont eu aucune modification et globalement, on est sur un biocarburant qui a les mêmes caractéristiques que le GNR. Par contre, le point extrêmement important, c'est que le coût de fabrication est extrêmement élevé, hein, puisque là, j'ai eu les chiffres, on est entre 20 et 25% plus cher que le GNR avant TICPE. Ce qui fait que c'est effectivement un surcoût extrêmement important. Et l'autre difficulté, c'est que la distribution est aujourd'hui un peu limitée. On n'a que deux dépôts qui sont au Havre et qui sont en Seine-et-Marne pour Total, et donc des coûts de transport qui se rajoutent aux coûts de fabrication. Donc on est aujourd'hui sur un carburant qui est assez cher. Et puis en termes de surconsommation, on est légèrement au-dessus du baissant, puisqu'on est autour de 3-4% de surconsommation. Toujours pareil, un test réalisé sur du matériel ferroviaire. Et puis enfin, je termine par le GTL. Donc, le GTL fait partie de la famille des XTL, donc tout ce qui est transformation en liquide. Alors, il existe, malheureusement pas en France, un XTL qui est, lui, par contre, aussi en termes d'émissions de CO2 extrêmement pertinent. C'est ce qu'on appelle le BTL, Biomass to Liquid. Donc, il est pour l'instant en phase de test en Europe du Nord, chez les grands papetiers d'Europe du Nord. Et donc, effectivement, c'est de la transformation de biomasse en liquide. Donc, peut-être qu'un jour, nous arriverons en France aussi à avoir celui-ci. Alors, en termes d'utilisation, c'est le biocarburant le plus utilisé dans le domaine fluvial, hein, puisque
par exemple, un exemple d'utilisation, c'est que l'intégralité de la flotte des bateaux parisiens utilise du GTL depuis octobre 2019. Il y a donc une distribution extrêmement importante. Donc c'est un des gros distributeurs dont je vous parlais tout à l'heure, c'est AS Energy qui le met très en avant en termes de biocarburants et qui mise beaucoup sur la réduction extrêmement sensible des émissions de particules. Bon, autrement, en termes d'usage pour le transport fluvial, bah, il a toutes les caractéristiques d'un GNR comme l'HVO, donc il est recommandé, enfin, les motoristes l'homologuent sur l'ensemble de leur motorisation avant ou après Stage 5, donc il n'y a pas de point de blocage comme sur le B100. Tous les motoristes l'ont homologué, pas de modification, pas de réglage particulier. Ce que je vous disais d'ailleurs précédemment, le GTL, donc il est principalement celui qui est utilisé dans le fluvial, il est principalement produit par Shell. Alors en termes de surconsommation, l'estimation qui a été faite par les utilisateurs, on est autour de 3-4%. Donc vous voyez, hein, finalement, en synthèse, en termes de surconsommation par rapport à du GNR, on est entre 2-3%, hein, avec une petite marge d'erreur. Donc c'est quelque chose qui n'est pas non plus, alors qui est important, hein, 3-4%, c'est toujours quelque chose à prendre en considération, mais on n'est pas sur des surcoûts importants. Et puis donc en termes de distribution, oui, c'est principalement cette société. Et puis alors en termes de surcoût, bien entendu, c'est un sujet sur lequel je n'ai pas pu avoir beaucoup plus d'informations compte tenu de la confidentialité des prix et des négociations entre distributeurs et opérateurs, mais on m'annonce un coût plus faible que le B100 et que l'HVO, et visiblement, en particulier par rapport à l'HVO, un coût beaucoup plus faible. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et que je n'ai pas dépassé ma présentation. Ce que je veux dire juste en synthèse, c'est qu'effectivement, vous avez aujourd'hui trois biocarburants qui peuvent être une bonne première étape, un premier step en termes de passage vers de la décarbonation, vers du verdissement. Point extrêmement important à intégrer, en particulier sur le B100, c'est la qualité. Être extrêmement attentif, hein, il n'y a pas un mais des B100, donc extrêmement attentif à qui il produit, à la façon dont il est produit. En termes de surconsommation, on est à peu près pareil. En termes de surcoût, bah, c'est le sujet. Et aussi un point extrêmement important en termes de distribution. Et là, on est sur un thème dont Fabien parlait en introduction, qui est la mutualisation. Effectivement, aujourd'hui, on voit bien que si on est en silo dans l'utilisation de ce type de biocarburant et qu'on ne réfléchit pas un peu sur, mais vous aurez la même chose sur l'hydrogène. Moi, j'étais sur un projet dans le sud de la France. Si on ne mutualise pas avec les bennes à ordures, avec un certain nombre d'acteurs, vous vous retrouvez avec un surcoût que vous seul avez des difficultés à absorber. Voilà, je vous laisse les questions. Merci Franck-Olivier. Alors, on n'a pas eu déjà de questions sur le chat, mais peut-être qu'on en aura. N'hésitez pas si vous en avez. Le temps, peut-être, si vous le souhaitez, mais j'en ai une, Franck-Olivier. Il y a les capitaines de bateaux hollandais se sont émus il y a quelques mois ou semaines, enfin on en avait parlé déjà tous les deux, des risques des biocarburants sur la motorisation, des risques techniques. Je sais que c'est quelque chose qui est arrivé aussi dans le monde maritime au moment de changement de carburant pour passer à du moins soufré. Il y a l'air d'avoir des réponses à cette problématique-là dans ce que tu dis, mais je sais qu'on a la chance d'avoir deux opérateurs aujourd'hui parmi nous. Peut-être qu'ils ont peut-être pas un avis, mais au moins un retour d'expérience ou des éléments complémentaires à nous apporter. Et sinon, enfin voilà, un peu ce sujet-là. Est-ce que Sébastien ou Jérôme, vous avez Baudy, est-ce que vous avez des éléments sur des risques potentiels spécifiques aux biocarburants? Jérôme Baudy d'Anzère. Je peux peut-être mettre aussi ma caméra quand je parle. Bonjour à tous. J'ai deux petits apports au complément. Je trouvais la présentation forcément très intéressante. Merci beaucoup.
Sur le GTL, alors nous, on vient de construire enfin, on a fait construire, on participe à la construction d'un bateau qui est le Santa Fe, qui est un 110 mètres, qui navigue entre les Pays-Bas, la Belgique et la France. Alors, on a des fournisseurs qui sont aux Pays-Bas. Donc, en termes après d'écart tarifaire, je préfère ne pas évoquer le sujet puisque je ne sais pas quels sont les prix qui sont pratiqués ici. Sur l'utilisation de carburants alternatifs, le switch peut pas se faire, j'allais dire facilement, si ça peut se faire facilement, mais par contre il faut tout nettoyer, quoi. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. qu'il faut que la cuve à gasoil soit vidée entièrement, que les filtres soient changés. Parce que sinon, si on vient mélanger un peu, ça encrasse tout de suite les filtres et il peut y avoir un danger pour le moteur. Mais à part cette opération, je pense pas que ce soit plus compliqué que ça. D'accord. Non, mais je peux me permettre, je suis à 100% d'accord avec vous. Effectivement, je pense que le sujet qu'on a eu avec Fabien Scarmonté des Pays-Bas, je pense qu'effectivement, les gens ont voulu le faire très vite et n'ont pas nettoyé leur cuve. Et effectivement, enfin, quel que soit le biocarburant utilisé, effectivement, c'est la chose à faire. Il y a pas de règle de modification du moteur, mais effectivement, il y a des précautions à prendre. Et, Oui. alors, et particulièrement pour le baissant, qui a un pouvoir solvant important du fait de présence encore de particules d'oxygène à l'intérieur. Et donc, effectivement, vous le mettez dans votre cuve GNR, là, le filtre est mort en une journée ou 2 journées d'utilisation. Mm. Oui, Merci beaucoup. oui, Fabien, Sébastien Sommer, Oui. CFT. Donc, juste quelques mots effectivement sur le baissant. Clairement, à travers notre test de 6 mois, nous n'avons rencontré aucun problème particulier. Effectivement, de belles performances sur le CO2, une problématique sur les NOx, qui sont avant tout liées et qui peuvent être solutionnées à travers une évolution de la cartographie des moteurs, hein, tout simplement. Là. Donc, il y a des sujets en cours et des échanges en cours avec les motoristes avec lesquels nous travaillons, à tel point que nous nous apprêtons effectivement à lancer une deuxième expérimentation également longue, suite justement à l'évolution des différentes cartographies, pour pouvoir de nouveau en mesurer de manière très précise l'impact sur ces NOx. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup. Et j'ai l'impression que ça répond au moins en partie à la question de Lucas qui a posé sur le chat sur les potentiels intérêts de carburant de synthèse dans l'avenir de la mobilité lourde. On croit comprendre, en tout cas dans ce qui vient d'être présenté, en tout cas, Franck-Olivier, tu me contrediras si c'est pas ça, c'est que c'est vraiment une étape rapide. Alors, il y a des précautions à prendre, hein, on vient d'en entendre parler, mais c'est une étape qui peut être relativement rapide et qui permet d'avoir des réductions intéressantes, au moins, en termes d'émissions. Alors voilà, avec peut-être des évolutions, si on veut couvrir toutes les émissions, ben, ça demande de modifier les moteurs, etc. Mais on sent que c'est possible. Fabien, il y a juste un tout petit pendant, c'est que pour l'instant, effectivement, on est sur des prix qui sont plus élevés que Voilà. GNR et que c'est pas toujours évident de pouvoir repasser ça aux chargeurs ou aux clients. Ah, c'est clair. C'est Et le sujet. que parfois l'étiquette verte ne suffit pas toujours à inciter au changement. Oui, juste pour compléter ces propos, alors je confirme hein, que malheureusement l'étiquette verte ne suffit pas et que le modèle économique il est fondamental et je crois qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Hein, donc sur ce plan-là, c'est évident. Je fais juste une remarque que j'ai omis de faire. Je crois que il faut surtout pas. Il faut que demain, si on parle de biocarburant et quel qu'il soit, ce biocarburant doit être capable de répondre à toutes les problématiques d'émission. On ne pourra pas faire demain les enjeux. Je parle que ce soit en périmètre ultra-urbain, que ce soit, je parle bien sûr de navigation fluviale, mais que ce soit en périmètre ultra-urbain ou que ce soit en grande navigation, on ne pourra pas
On ne pourra pas se dire, ben, tiens, je vais plutôt privilégier le CO2 ou plutôt privilégier les NOx, etc. Aujourd'hui, notre responsabilité environnementale, elle est bien je dirais, de pouvoir répondre à ces enjeux-là et de manière globale. Donc, il ne faut surtout pas, à mon sens, se dire que on prendra l'un ou l'autre en fonction des performances d'un ou l'autre. Non, l'enjeu, il est bien de répondre à l'ensemble des valeurs. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question ou remarque complémentaire? Il ne semble pas. Eh bien, merci beaucoup, Franck-Olivier. Merci à vous. Pour tous ces éléments. Les slides, aussi bien que, je disais, les interventions seront diffusées. Vous pourrez les avoir après la réunion. Donc, évidemment, vous aurez toutes ces informations.